Bonjour à tous, on va commencer la présentation. J'attends encore quelques petites secondes si d'autres participants vont nous rejoindre. Je vais commencer par me présenter et présenter l'entreprise. Moi, je suis data scientist chez Bialix, une entreprise experte dans la donnée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire sur la data science, le machine learning et leur impact dans l'entreprise. On va commencer dès maintenant. Pour cela, je vais faire un bref historique et une contextualisation de l'explosion des usages autour de la donnée. Ensuite, je parlerai un peu du big data, un mot dont on entend souvent beaucoup parler. Et puis, pour finir, je parlerai du cœur du sujet, la data science et les différents acteurs, les différents usages et les différents projets qui existent dans le monde de la data science. On va commencer avec un bref historique. Il faut savoir que toutes les problématiques autour de la donnée sont des problématiques qui sont maintenant assez anciennes. On peut remonter jusqu'en 1880 où dès cette époque-là, ils avaient des problématiques d'ingestion de données, notamment avec le recensement des personnes, donc des citoyens américains. Donc, ils avaient 50 millions de personnes à recenser et donc il fallait trouver une solution pour le faire parce qu'ils avaient estimé à peu près 10 ans le temps de recensement. Et pour vous expliquer l'enjeu business d'une telle problématique, il a fallu trouver une solution qui permette de le faire plus rapidement. Cette solution a été trouvée par Hermann Hollerith, qui a créé la tabulating machine, la machine que vous pouvez voir à gauche, qui a mené plus tard à la création de l'entreprise IBM. On peut dès à présent voir que la problématique autour de la donnée a un enjeu business assez important, ce qui se concrétise notamment grâce à la création d'une société telle qu'on la connaît tous aujourd'hui, IBM. Donc, euh, il y a eu, euh, il y a eu pas mal d'événements marquants qui ont participé à l'explosion et à la montée en puissance de la data science. Notamment que ce soit l'augmentation du volume de données, la diminution du prix du stockage, qui a mené à un besoin croissant d'analyser et d'exploiter ces données. Et puis aussi l'avènement du web et l'avènement du cloud computing qui ont permis de stocker et de traiter ces données de manière beaucoup plus simple et beaucoup moins chère. Je vais aussi parler de quatre mots dont on entend qu'on entend assez régulièrement, que ce soit intelligence artificielle, machine. Donc, il faut savoir qu'ils ont un étroit lien, que même certains sont imbriqués les uns dans les autres et des fois pas toujours utilisés à bon escient. Il faut savoir que le deep learning est inclus dans le machine learning, qui lui-même est une sous-partie de l'intelligence artificielle et vient se greffer à ça la data science, qui donc utilise des techniques potentiellement de deep learning ou de machine learning pour justement tirer profit de ces données. Un schéma un peu plus complexe qui résume aussi les différentes interactions entre justement la data science, qui touche aussi à la data visualization, au machine learning, et puis à son implication avec le big data, qui lui a permis d'apporter des données pour à la fois utiliser avec plus d'efficacité les algorithmes de machine learning, mais aussi à la fois apporter des réelles problématiques sur le traitement et l'exploitation de ces données. Tous ces grands domaines, ils ont mené à un nouveau métier qu'on appelle donc le data scientist, qui est une combinaison entre des techniques de mathématiques, d'informatique, principalement tout ce qui va concerner l'algorithmie. On le verra plus tard, quels sont les différents outils qu'utilise le data scientist. Et puis une connaissance métier qui permet de pouvoir mieux appréhender les problématiques et qui est même indispensable si on veut créer des modèles qui représentent des problématiques métiers, justement. Il faut savoir que un projet de data science se déroule en plusieurs étapes. En premier lieu, avec l'acquisition et le stockage de ces données. Il va
falloir justement récupérer toutes ces données pour ensuite les analyser et puis à la fin, une fois qu'on a réussi à bien analyser ces données, les représenter pour qu'elles soient plus parlantes et qu'elles puissent justement à terme parler à n'importe qui. Donc on a le grand processus, le grand process d'un traitement de données, d'un projet de valorisation de données. Donc ça va vraiment de l'acquisition, le stockage, donc vraiment la récupération des données, à l'analyse, puis la visualisation de ces données. Donc il faut savoir qu'il y a, comme je le disais au début de la formation, il y a beaucoup d'enjeux business avec la data science aujourd'hui. Donc, on en entend beaucoup parler, notamment dans les médias, mais vraiment, on constate donc soit une accélération de la prise de décision grâce justement à des algorithmes de data science, avec avant tout aussi une amélioration des processus. Donc, ça va vraiment être ça le but de la data science. On va voir que c'est un peu le sous-jacent du machine learning notamment. Donc réussir à trouver un modèle qui permet de rendre les processus le plus efficace possible. Et puis pourquoi pas proposer des services innovants aussi. Donc notamment avec soit la voiture autonome ou alors des objets connectés intelligents qui vont permettre justement de pouvoir proposer ces services-là et apporter de la clientèle supplémentaire. Donc, on a plusieurs applications assez phares dans tout ce qui va concerner la data science. Ça peut être le marketing prédictif, donc trouver les clients les plus amènes et segmenter les clients pour trouver ceux qui sont les plus sensibles à acheter un produit. Donc, ça peut aussi être la réduction de coûts logistiques avec trouver un modèle qui permet d'optimiser certains process ou encore fidéliser une clientèle justement en leur proposant des publicités plus ciblées, etc. Donc on va voir qu'il y a différents usages, notamment des usages assez connus comme dans le domaine médical, donc tout ce qui va être radiologie, reconnaissance d'image, donc reconnaissance de cancer. Donc il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a bon nombre d'applications dans la reconnaissance d'image. Donc ça passe par la voiture autonome ou alors la détection de cancer, qui ont des résultats bluffants, voire supérieurs à ceux des êtres humains. Donc on peut aussi trouver des applications qui utilisent des données récupérées par tout ce qui est objet connecté, notamment Apple Earth Study, qui permet justement de récupérer des données comme le pouls et autres données médicales, dans le but ensuite de prédire que ce soit les AVC ou autres maladies qui pourraient même être mortelles. Donc, tout cet avènement de la data science et cette montée en puissance ne serait rien sans le big data, même si on constate une grosse différence, une nuance entre data science et big data. Le big data a permis l'essor de la data science, donc notamment grâce au fait qu'on a eu de plus en plus de données, qu'il y a eu des problématiques de traitement de ces données et que, comme on le verra par la suite, certains algorithmes fonctionnent bien mieux et sont bien plus efficaces lorsque l'on a beaucoup de données. Donc le big data, c'est quelque chose dont on entend aussi beaucoup parler. Pour redonner quelques chiffres, on va dire assez effrayants, on a 500 millions de tweets par jour, on a 800 millions d'utilisateurs par mois sur Facebook, 3 milliards de likes par jour. Donc toutes ces données, elles sont colossales, elles ne font que croître. Et il va falloir trouver des moyens de pouvoir les utiliser et les exploiter. Donc c'est vraiment cette arrivée du big data qui a contribué donc à la montée en puissance de la data science. Donc, une brève définition du big data. Donc, le big data, ça va être tout ce qui concerne donc des ensembles de données si volumineux qu'il va falloir trouver des alternatives pour les traiter parce que les outils d'informatique classiques
ne permettent pas de trouver et de régler ces problématiques. Donc il a fallu repenser l'architecture, les supports de stockage et notamment ensuite les outils d'analyse. Donc c'est les raisons pour lesquelles on entend encore maintenant parler beaucoup plus de tout ce qui va être NoSQL ou encore architecture distribuée, donc qui permettent de justement traiter des données beaucoup plus variées et en volume beaucoup plus élevé. Donc vraiment cette variété et ce volume qui n'a fait que croître et que augmenter en termes de justement on va constater beaucoup plus d'informations photos, vidéos, textuelles que il n'y avait il y a 20, 30, 40 ans. Et puis ensuite, un souci de vitesse maintenant où on est dans un monde d'instantanéité où il va falloir faire le plus possible de temps réel. Donc, on peut connaître, il y a différentes noms qui reviennent assez souvent concernant les bases de données NoSQL. Donc, ensuite, pour ce qui concerne les bases de données distribuées, on citera le plus connu Hadoop ou Spark, donc qui permettent de faire de l'architecture distribuée. Donc il y a vraiment ce changement de paradigme entre une architecture plus monolithique et une architecture distribuée qui va permettre de traiter plus rapidement, plus efficacement un plus gros nombre de données. Néanmoins, les inconvénients de ce type d'architecture vont être que ça va être plus difficile à mettre en place, plus difficile à maintenir et à la fois aussi plus difficile à traiter et à trouver les compétences qui permettront de maintenir ce type d'architecture. Donc, si on résume dans le projet de valorisation de données, il y a la première étape qui va concerner donc tout ce qui va être acquisition et intégration de la donnée, qu'on va pouvoir faire grâce soit à des ETL, ou alors justement se lier à des bases déjà existantes, notamment une CRM ou un ERP, ou encore récupérer ces informations sur le web. Ensuite, on va stocker ces données, que ce soit dans des bases de données relationnelles plus classiques, ou encore dans des bases de données NoSQL ou des architectures distribuées. Donc, on a pu voir qu'il y avait donc différentes technologies qui permettaient de répondre à ces problématiques et que justement elles apportaient donc des avantages mais aussi des inconvénients et que maintenant qu'on a pu stocker toutes ces données, il va falloir en faire quelque chose et c'est là que la data science intervient. Elle va justement pouvoir permettre de traiter et d'exploiter cette masse d'informations. Donc la data science, il faut savoir que ça touche énormément de domaines, voire presque tous les domaines. Donc, que ce soit l'industrie, la banque, donc il y a beaucoup d'applications dans la banque, notamment avec les chatbots, que ce soit la médecine, donc l'industrie médicale a énormément d'applications dans ce domaine-là, que ce soit de la reconnaissance visuelle ou encore de la prédiction de maladies ou de lorsque l'on va tomber malade. Donc, que ce soit les assurances qui s'appuient de plus en plus sur la data science pour prédire les coûts à mettre en place pour on va dire, cibler encore mieux leur clientèle. Donc, il faut savoir que vraiment, ça touche presque tous les domaines. Donc, un bref récapitulatif de la data science. Donc, la data science, c'est en français, donc science des données, qui va permettre d'extraire des connaissances et d'exploiter un ensemble de données. Donc, ça s'appuie sur beaucoup de techniques, que ce soit les mathématiques, la statistique, le machine learning, donc l'apprentissage automatique. Donc, toutes ces techniques-là vont permettre de mettre en place des applications, qu'elles soient par exemple de la reconnaissance de produits en ligne. Donc, pour le site que tout le monde connaît, donc Amazon, on peut constater en bas une barre qui permet de recommander certains produits. Il faut savoir que ce n'est pas fait au hasard, c'est finement réfléchi et les algorithmes sont mûrement réfléchis et mûrement conçus pour que justement les produits qu'ils nous proposent soient des produits les plus vraisemblables et les plus efficaces pour qu'on fasse d'autres achats. Donc vraiment, il va se baser sur soit l'historique d'achat, des produits similaires,
Donc, pour justement comprendre quel est notre intérêt dans ces produits et nous proposer d'autres produits et donc faciliter la consommation de l'utilisateur. Donc, une autre application assez connue, donc c'est Linky ou encore Gaspard pour GRDF, donc qui sont donc des compteurs communicants qui vont justement envoyer des sommes colossales de données et qui ensuite vont permettre d'être utilisés et exploités pour, par exemple, faire de la prédiction de coupures ou autres qui coûtent des sommes astronomiques à ces entreprises. Donc, on en a déjà parlé, mais je reviens dessus parce que donc c'est une application assez importante, donc notamment tout ce qui va être reconnaissance visuelle, que ça passe donc par la médecine ou par la Google Car ou autre voiture autonome. Donc tout ce qui va être détection de cancer, c'est une application de reconnaissance d'image qui a le vent en poupe, qui justement a fait énormément de progrès, notamment grâce à la montée du deep learning et qui va permettre d'avoir des résultats qui sortent donc qu'on n'avait jamais réussi à avoir auparavant, qui permettent de démarquer clairement cet algorithme-là et qui va permettre l'essor de la data science et de l'intelligence artificielle. Donc maintenant qu'on a les données, on va arriver à l'étape d'analyse de ces données-là. Donc pour ça, on utilise principalement des outils de statistiques et pour la modélisation des outils de machine learning. Donc on va pouvoir voir par la suite en quoi cela consiste. Et donc, qu'est-ce que le machine learning avant tout? Donc, le machine learning, c'est la capacité pour un ordinateur d'apprendre sans avoir été explicitement programmé pour. Donc, c'est une citation de Arthur Samuel, qui justement essaie d'expliquer en quoi le machine learning se différencie de la programmation habituelle, dans lequel on programme une machine avec des blocs conditionnels ou autres à répondre à donc à suivre une démarche. Dans le cas du machine learning, ça va pas se passer comme ça. On va pas la programmer explicitement pour. Elle va apprendre elle-même quel est le cheminement à réaliser et quelle est la modélisation la plus conforme à la problématique pour y répondre. Donc, on va voir certain nombre d'algorithmes de machine learning. Donc, pour commencer, on va parler d'un problème assez simple qui permettra de bien comprendre en quoi, euh, en quoi consiste le machine learning. Donc, supposons qu'en fait, on veuille prédire le prix d'une maison en fonction de différents paramètres, par exemple la surface, le nombre de pièces ou encore la date de construction. Donc, on a un tas de données qui se représentent graphiquement comme ceci. Donc, on va ensuite essayer de créer un modèle qui, justement, prédit le prix de la maison en fonction de, par exemple, simplement la surface. Donc, ça simplifie le problème juste à titre pédagogique. Mais il faut savoir que normalement, on a beaucoup plus de données, donc ça ne se limite pas sur deux axes. Donc, la première partie du travail du data scientist va être de comprendre les données et de les nettoyer. Donc, on peut constater que les deux points rouges sont des points aberrants. Donc, il va falloir passer par une première étape de nettoyage, donc comprendre quelles sont les valeurs aberrantes. Donc, par exemple, si on fait des prix pour les maisons, les valeurs aberrantes sont les châteaux ou encore donc les châteaux qui ont énormément de surface mais qui n'ont pas forcément un prix très élevé parce qu'ils coûtent cher en entretien, ou encore des appartements de petite taille mais très chers parce qu'ils ont une vue ou autre, donc des valeurs qui n'ont pas forcément d'intérêt pour notre modèle car elles ne sont pas représentatives de la réalité la plus commune. Donc, une fois qu'on a enlevé ces valeurs, on va souhaiter prédire le prix d'une nouvelle valeur, donc la valeur en bleu. Et pour ça, il va falloir trouver un modèle qui permet de comprendre et d'exploiter ces données. Donc, c'est là qu'intervient le machine learning. Donc, il va essayer de trouver un modèle qui permet de représenter les données. Donc, si on se limite à ce cas simple, on pourrait imaginer en fait la création de cette droite, donc qui serait une régression linéaire.
Donc, c'est un type de modèle qui va essayer de trouver la droite qui permet de représenter le plus le donné. Donc, si on avait une droite, par exemple, simplement verticale, on verrait que ça représente pas bien les données parce que donc on aurait un prix assez élevé pour une surface faible. Donc, le modèle va ajuster la pente de la droite jusqu'à trouver celle qui correspond, qui colle le plus aux données. Donc, ça va vraiment être ça le travail de la modélisation. Donc, il faut savoir que on est sur un algorithme le plus simple, la régression linéaire, mais il existe énormément d'autres algorithmes, que ce soit donc K-means qui va permettre justement de créer des groupes de personnes, donc notamment par exemple pour le marketing prédictif. Donc, va pouvoir créer des groupes de personnes en fonction de certaines variables, de certains paramètres. On entend aussi parler d'arbres de décision. Donc, ça va être une représentation graphique donc sous forme d'un arbre dans lequel on va pouvoir donc choisir quelles sont les modalités. Par exemple, sur la droite, c'est un jeu de test sur les données du Titanic, savoir qui survivrait ou non au crash, enfin, au crash du Titanic. Donc, on peut constater que, par exemple, si on est un homme, on a moins de chances de survivre que si on est une femme, et que si on est une femme et qu'on est dans la première classe, on a beaucoup plus de chances de survivre que si on est une femme et qu'on est dans la troisième classe. Donc, ce qui est assez logique, j'imagine, parce que la première classe devait être plus près des bateaux de sauvetage, de secours. Donc, voilà, c'est une manière de représenter les données et de comprendre en fait comment on arrive à tel ou tel type comment on conclut sur tel ou tel type de données. Donc, un autre type d'algorithme qui fait beaucoup parler de lui, donc le deep learning, qui fait appel au réseau de neurones, donc qui est principalement utilisé pour la reconnaissance d'images, mais qui peut être utilisé pour beaucoup d'autres problématiques. Donc, c'est une superposition de modèles assez simples qui vont permettre de pouvoir modéliser un problème complexe. Donc, on peut le représenter graphiquement ainsi. Donc, on a deux groupes. Une simple droite permet de séparer ces deux groupes. Et si on obtient des données de plus en plus complexes, il va falloir trouver une superposition de droites de plus en plus complexe pour pouvoir justement dissocier ces deux groupes. Donc c'est ce qu'on constate à droite. Avant, on pouvait simplement les séparer grâce à deux neurones. Donc c'est l'image en bas sur laquelle on voit que deux neurones permettent la correspondance. L'addition de deux neurones permet de créer cette séparation. Alors que dans ce cas-là, en fait, on ne pourrait jamais créer cette séparation à l'aide de simplement deux neurones. C'est pourquoi on va rajouter des couches supplémentaires qui vont permettre de rajouter une couche d'abstraction qui vont, elles, à la fois permettre de modéliser des problèmes plus complexes et ainsi de suite. Donc, si par exemple on représente de manière un peu plus parlante, si on souhaitait savoir quel temps il fait avec les entrées de température, pression, hygrométrie et vent, on va pouvoir on va pouvoir prendre une combinaison de ces entrées-là pour, par exemple, en déduire s'il pleut. Donc, une certaine combinaison d'hygrométrie, de température et de pression nous permettrait de savoir s'il pleut. Et puis ensuite, une certaine combinaison de vent, de température nous permettrait de savoir s'il fait chaud ou froid pour à la fin en conclure de si demain il fera beau ou mauvais. Donc les applications de deep learning sont assez vastes. Donc Google Maps, Facebook, les GAFA de manière générale sont assez friands de ces applications, que ce soit Google Maps pour faire de la reconnaissance de texte dans des images, notamment sur toutes les images que, qui sont présentes dans Google Maps. Facebook pour des données textuelles. Donc le deep learning marche assez bien aussi sur des données textuelles. Et tout le monde sait que donc Facebook contient une base de données textuelles énorme. Donc si c'était, il me semble, donc 3 milliards de tweets par jour, ce qui est de likes par jour, pardon, ce qui est donc un montant énorme. Et donc il va falloir comprendre notamment aussi dans les commentaires quels sont les commentaires peut-être haineux, etc., pour pouvoir faire un filtre sur ces commentaires-là. Donc ils ont des vraies problématiques de comprendre et exploiter des données textuelles et bien d'autres, comme on a pu le voir, que ce soit donc
la Google Car aussi pour la reconnaissance d'image, etc. Donc, les outils qu'utilise le data scientist, principalement des langages. Donc, Python ou R sont les plus connus, donc dans lesquels il y a énormément de librairies qui permettent de traiter ces problématiques-là. Mais on peut aussi faire appel à des outils plus haut niveau, donc que ce soit Dataiku, Azure, IBM, Pentao. Donc, c'est des logiciels qui permettent d'avoir une couche d'abstraction un peu plus élevée et une résolution de ces problématiques un peu plus graphique. Donc, ce qui des fois rend le partage ou le partage ou le maintien du code, surtout la collaboration du code, un peu plus simple si des gens ne sont pas forcément experts dans un langage, parce qu'il y a justement cette couche d'abstraction supplémentaire. Et à la fin, une fois qu'on a obtenu les modèles, il est important de pouvoir les visualiser ou montrer les résultats. Donc pour ça, on va justement utiliser des outils de BI ou de reporting ou de data visualization. Donc ce qui va nous permettre de comprendre à la fois les données en amont pour pouvoir utiliser un modèle, pour pouvoir comprendre le modèle et trouver un modèle le plus représentatif des données, mais aussi pour exprimer les résultats. Parce que si on livre juste un modèle, mais pas vraiment de manière d'exploiter les résultats du modèle, des fois ça peut être assez indigeste. Donc une petite animation pour vous montrer, on va dire, le vrai intérêt de la data visualization, c'est que si dans cette image on devait compter le nombre de 6, c'est beaucoup plus dur que si on a une image de ce type-là, dans lequel on doit compter le nombre de 6. Donc vraiment, c'est cet intérêt que l'on a à représenter la donnée sous sa meilleure forme. Donc c'est vraiment le concept de la data visualisation, c'est l'art de représenter les données de façon plus parlante, plus visuelle. Donc ça se représente souvent sous forme de rapport annuel d'activité. Donc par exemple un reporting avec les différents KPI de l'entreprise, mais ça peut aussi être pour faire de la cartographie. Donc si on nous livre simplement un tableau avec des données par exemple chaque département ou chaque région et les données associées, ça sera beaucoup plus dur et difficile à comprendre que si c'est une carte avec des codes couleurs, etc. Donc c'est aussi pas mal utilisé dans la cartographie, ce qui va nous permettre justement de faciliter la compréhension et d'améliorer la communication de ces résultats. Donc les outils utilisés pour cela, ça va être des outils tels que Tableau, Power BI, Click, Pentao. Donc c'est vraiment des outils assez répandus qui vont permettre de faciliter la visualisation des données. On peut très bien aussi être amené à le faire donc dans des langages cités tout à l'heure, donc que ce soit R, Python à l'aide de librairies comme Matplotlib ou alors ggplot. Donc voilà, on a couvert le processus total d'un projet de valorisation de données avec en première partie donc l'acquisition, l'intégration, le stockage, qui va ensuite donc nous permettre d'avoir les données pour ensuite les analyser, les modéliser et à la fin visualiser et montrer les résultats de manière plus parlante pour comprendre quel est donc l'intérêt et qu'apporte le modèle de manière un peu plus, on va dire, représentative. Donc les grandes étapes du projet un peu plus détaillées, ça va être en premier déterminer la problématique métier, donc quel est l'objectif, pour ensuite collecter les données qui correspondent à cette problématique. Il va avoir l'étape d'exploration de ces données-là pour vraiment décrire les données et puis comprendre ce qu'on va pouvoir réellement en faire pour ensuite les analyser, donc création du modèle, ou alors encore simplement faire une analyse de ces données pour des fois simplement grâce à de la visualisation en tirer profit. Et à la fin, communiquer les résultats, les visualiser pour pouvoir agir en conséquence.
Donc, une méthode assez connue sur la création d'un modèle, c'est la méthode CRISP-DM, qui va en fait être une itération. C'est un peu le même concept qu'une méthode agile. Donc, ça va être une itération du même processus. Donc, avec la compréhension du business, donc ensuite les données associées, préparer les données, modéliser, évaluer le modèle, et puis un aller-retour pour perfectionner le modèle de manière itérative en fait. Donc plus on va faire d'itérations, plus on va pouvoir avoir d'aller-retour avec le business qui vont eux-mêmes nous parler peut-être de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé la première fois, etc. Donc c'est une analogie un peu de la méthode agile, mais appliquée vraiment à la data science. Donc ensuite, les acteurs majeurs des projets de data science, c'est les utilisateurs avant tout. Donc c'est notamment les utilisateurs parce que c'est eux qui soit utiliseront le projet, soit qui nous livrent leurs données pour pouvoir les utiliser. Mais ensuite, il va y avoir toute la direction métier, la direction informatique pour tout ce qui va être déploiement du modèle, et puis aussi donc les data scientists qui vont justement permettre la création de ce modèle. Donc c'est des projets sur lesquels on a un assez large panel de compétences qui sont requises. Donc c'est ce qu'on peut voir justement à travers ce petit graphique dans lequel on voit que le processus touche à beaucoup de métiers différents. Donc l'analyse qui est souvent plus faite par les data scientists nécessite quand même la récolte et le stockage des données qui va être souvent faite par soit un data architecte, soit des administrateurs de bases de données donc, qui toucheront plus au service DSI. Donc voilà, maintenant je vais prendre vos questions si vous avez des questions. Donc concernant la présentation que j'ai faite de la data science et de ses différentes applications et de ses enjeux business. Donc j'ai une question, une idée donc concernant le timing d'un projet de data science. Donc ça peut être très variable. Par exemple, ici on a une offre qui s'appelle la Bialvog qui va consister en un projet de data science de courte durée. Donc c'est sous entre un peu moins d'un mois, donc 3 semaines, qui va justement permettre de créer une première valorisation de données, une première exploitation de données, qui va justement permettre de comprendre en fait quels seront les leviers à activer pour pouvoir tirer réellement profit de ces données. Donc ça peut aller donc 2, 3 semaines comme le cas de la Bialvog à des projets qui sont beaucoup plus chronophages et gourmands, tels que par exemple une voiture autonome, qui pour l'instant doit être un projet qui maintenant a 3, 4, 5 ans, dans lequel il n'y a pas encore de finalisation prévue. Donc c'est justement très variable. Ça va vraiment dépendre de la problématique associée. Donc, faut savoir que tout ce qui va être reconnaissance d'image, ce sont des projets qui sont potentiellement un peu plus longs, notamment parce que souvent c'est des problématiques qui peuvent être vitales, par exemple dans le cas de la médecine ou de la voiture autonome. Donc, on ne peut pas se permettre de sortir une version entre guillemets bêta, mais on peut aussi avoir des projets beaucoup plus courts pour justement comprendre l'intérêt que l'on a à aller dans le monde de la data science et de l'intelligence artificielle. Donc, comment piloter un projet de data science? Donc, c'est avant tout, donc là, une question m'a été posée, comment piloter un projet de data science? Donc, ça va être avant tout à l'aide de méthodes telles que je les ai présentées avant, donc que ce soit donc la méthodologie CRISP-DM, dans lequel il y a vraiment cette optique de travailler de manière un peu agile, dans lequel on va faire des allers-retours entre la modélisation et la préparation des données. Donc, il va falloir avant tout avoir les données, donc pouvoir récupérer les données, pour ensuite avoir des allers-retours métiers et data scientists
qui vont permettre de peut-être préciser certaines modalités, peut-être récupérer des nouvelles données qui pourraient être intéressantes, et puis ajuster le modèle de manière assez itérative. Donc le pilotage se fait souvent par donc un chef de projet qui lui va être le pont entre les utilisateurs métiers et les data scientists pour ensuite justement fonctionner de manière assez itérative. Voilà. Donc on a aussi une question très intéressante sur la qualité des données est-elle primordiale pour la réussite d'un projet de data science? Donc en fait comme on pourrait s'en douter, étant donné que les données vont servir à la création et à l'exploitation du modèle, on peut en déduire que la qualité des données va être un critère déterminant dans la réussite d'un projet. Donc, comme le dit le proverbe garbage in, garbage out, ça sous-entend que si justement on a des données qui ne sont pas représentatives de la réalité, forcément on va créer un modèle et modéliser un comportement qui n'est pas lui-même représentatif de la réalité non plus. Donc, c'est la raison pour laquelle la qualité de données est primordiale si on veut une réussite, si on veut mener à bien un projet de data science. Et une autre question aussi très intéressante qui est est-ce que l'utilisation du big data est une condition nécessaire à un projet de data science? Donc non. Donc comme je le disais lors de la présentation, le big data a permis une montée en puissance de la data science. Donc notamment parce qu'on avait de plus en plus de données, il y a eu un réel besoin d'exploiter cette donnée. Donc avec des techniques qui permettaient d'exploiter des données massives, ce à quoi répondait la data science. Mais il ne faut pas confondre, faut réellement faire la distinction, car on peut très bien faire de la data science sans avoir des problématiques de big data. Et la data science est bien plus vieux que le big data. Donc, pour ce qui concerne par exemple les réseaux de neurones, ça remonte, la première conceptualisation et formalisation des réseaux de neurones remonte aux années 50. Donc, ce qui est bien plus vieux que le big data qui a à peine 10 ans. Donc, c'est important de faire la distinction entre big data et data science. Donc, le big data a permis l'essor de la data science, mais la data science existe depuis bien plus longtemps et n'a pas besoin de big data pour fonctionner. Bon, ben, on va en finir là. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez compris la différence et les nuances entre data science, big data, intelligence artificielle, les enjeux business et les enjeux économiques que ça impliquait et que vous serez convaincu pour réaliser et approfondir l'intelligence artificielle et la data science dans votre entreprise. Merci.